Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bienvenue sur Politique sous influence. Vous allez bien, Juliette ? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, cette semaine, on va démarrer par les buzz de la semaine. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, avec cette émission qui vous dit tout sur les réseaux sociaux. On va parler de Darmanin face à Apolline de Malherbe, sexisme ou pas sexisme. On va parler d'Hidalgo qui creuse. Va-t-elle trouver des idées ou du pétrole ? On ne sait pas. On va parler aussi de chacun shoot son chat avec un footballeur qui s'est un peu lâché et qui a fait buzzer. On va aussi parler de cette campagne électorale un peu Tefal. Vous savez, la campagne où il se passe rien, mer d'huile. Enfin, Tefal, il y a beaucoup de coups de poil, il y a beaucoup de coups de poignard dans le dos. On va parler de trahison, en fait, et de la réaction des réseaux. On va parler forcément du convoi des libertés. C'est une actualité brûlante. Il converge sur Paris. Alors, est-ce que la France des trottinettes va être assaillie par la France des camping-cars ? On va en parler avec Florian Philippot, le créateur des Patriotes, qui est au cœur de ce mouvement. On va parler aussi de Macron en Russie, de guerre en Ukraine, avec Vladimir Fedorovski. Excusez du peu, c'était le conseiller diplomatique de Mikhail Gorbatchev. Voilà, c'est parti pour les buzz de la semaine. Alors commençons par l'évidence, par le bon gros buzz de la semaine, Juliette. Gérald Darmanin a pété un câble. En direct sur BFM et RMC face à la journaliste Apolline de Malherbe. Le ministre de l'Intérieur n'a pas supporté qu'elle le confonde aux chiffres de son bilan. On réécoute. Violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. La je baisse... vous parle en l'occurrence. Est-ce que vous me laissez parler, madame ? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Là, allez-y, essayez de démontrer. Non, mais vous l'inverse. vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Bon, Guillaume, moi j'ai assisté en direct à cette attaque verbale de Darmanin. J'ai même pas eu le temps de dégainer mon téléphone et mettre Twitter, que Twitter était déjà envahi par les images de cette prestation. Il faut dire que certains tweetent plus vite que leur ombre. Je crois que vous en faites partie. Vous êtes la Calamity Jane de Twitter. En tout cas, je peux vous dire que BFM TV a été très efficace pour diffuser l'extrait sur les réseaux sociaux et ça s'est répandu comme une réelle traînée de poudre. Bon, enfin, ça s'est très bien passé en tout cas pour mon amie Apolline qui s'est pas laissée démonter. Petit scoop, on a fait nos classes ensemble chez Jean-Pierre Chevènement. Bon, elle a un petit peu changé d'opinion, mais elle est restée. Guillaume. Non, pas tout le monde. Les gens de qualité comme vous et Apolline de Malherbe. Mais elle est restée toujours aussi vive et aussi pugnace. En tout cas, bravo Apolline. Par contre, ça a été une rude semaine pour le locataire de la place Beauvau. Lui, il a pris assez cher parce que je pense que le président était furax, c'est ça. L'attaque inélégante de Darmanin contre Apolline de Malherbe aurait apparemment ruiné sa séquence Russie. Ouais, pour couronner le tout, les réseaux sociaux ont lancé un débat qui est venu aggraver un peu tout ça. Parce que pour bon nombre d'internautes, le plus grave dans cette séquence, c'est pas vraiment l'arrogance du ministre, c'est son sexisme. Sur Twitter, un gros compte qui a lâché très simplement « Soyons clairs, Gérald Darmanin n'aurait jamais parlé comme ça à un journaliste homme. » Bam. 15 000 likes. Personnellement, et vous savez pourtant Guillaume que je suis pas spécialement féministe. Enfin, toute femme sommeille une On ne peut féministe. pas m'accuser d'être militante. Ne me la faites pas. Mais je dois avouer que je suis assez d'accord. C'est un peu le stéréotype. Les femmes sont complètement hystériques. Et d'ailleurs, c'était pas du tout le cas de Madame de Malherbe. Et je vous vois venir, Guillaume, ne me dis pas que le stéréotype est vrai. C'est ça, les vieux couples, Juliette. On arrive à lire dans nos pensées respectives et vous faites les questions et les réponses. J'ai même pas pensé qu'il était question d'hystérie. Vous savez que le terme vient d'utérus. Les femmes seraient capables de faire résonner en elles les émotions du monde et des autres et de les amplifier. Mais c'est un peu quand même une sorte de procès d'intention à l'envers qu'on a beaucoup fait en parlant de sexisme. Il y a, si vous préférez, une sorte de présomption généralisée de misogynie. Sitôt qu'un homme se défend contre une femme, lui dit de se calmer, comme il pourrait le dire à un homme, calmez-vous, on le soupçonne d'un crime de lèse féminité. Les femmes sont hélas des souffres-douleurs dans certaines civilisations, dans la nôtre, je ne crois pas. Vous savez qu'en France, la tradition, c'est que les femmes président les tables. C'est une civilisation très galante que la nôtre. Monsieur Darmanin n'a pas été très galant, c'est vrai, mais enfin, moi, j'ai pas éprouvé ce sexisme dont vous parlez. Je vais faire un aveu, Juliette, je suis pas du tout awake, je suis pas du tout woke. Oui, mais attends, je suis plutôt asleep, en fait, en réalité. Quels sont aussi. Mais deuxième commentaire très bref, je trouve que le plus incroyable dans cette séquence, c'est que BFM en général et Apolline de Malherbe en particulier ne sont pas du tout connus pour être des anti-macronistes acharnés. Oui, ils ont même tendance à défendre le mainstream. Mais justement, c'est ça qui est vraiment incroyable dans cette séquence. C'est qu'il dit, je croyais qu'on était sur CNews. Ça veut dire il s'attendait à un traitement de faveur. Il était chez lui.
sur BFM. Vous êtes arrivé à la conclusion à laquelle je voulais entraîner nos auditeurs. Le fait que Gérald Darmanin se soit étranglé d'indignation en découvrant les questions cash d'Apolline souligne bien... Une journaliste qui fait son travail. Eh oui, que la rédaction est normalement alignée, celle-ci en tout cas, et que le gouvernement se dit choqué lorsqu'elle montre la moindre velléité d'indignation. Bah, comme quoi. Bon, quoi d'autre cette semaine? Écoutez, on va continuer avec les buzz. Madame Hidalgo, je crois qu'elle continue son voyage au centre de la Terre. Elle vient de passer en dessous de Jean Lassalle dans les sondages, Guillaume. 1,5% face à 2% pour le candidat slash agriculteur dans le dernier sondage Elab. C'est la dégringolade totale. Je crois que les internautes rigolent, non? Ils redoublent de cruauté. Oui, le stade de la pitié est allègrement franchi. Jugez plutôt, je cite, à ce stade, c'est de la spéléologie. Non, de la spéléologie, pardon. Spéléologie. Donc ça, c'est le journaliste Nils Wick qui tweet. Et on a un autre tweet d'une jeune journaliste de BFM Business. Elle va finir par trouver du pétrole. À défaut d'idées. William Gondanel, lui, imagine que c'est grâce au soutien de Martine Aubry pour Hidalgo 2022 que Lassalle a pu la dépasser. Bref, vous l'avez compris, l'association des deux noms a fait jaser et a réussi à faire monter les deux noms, Hidalgo et Jean Lassalle, en top tendance de Twitter. Mais outre les moqueries, un débat n'a pas tardé à émerger. Mais oui, parce que Anne Hidalgo est la première candidate de gauche à avoir obtenu tous ses parrainages. Elle en compte désormais presque 800. Donc pour 1,5 ou 2%. Alors qu'elle est créditée à 2%, voilà, contre à peu près 250 parrainages pour Le Pen, qui est en deuxième place pour avec l'instant. 17% dans voilà, le avec sondage, 17%, et Mélenchon qui est autour de 10% avec seulement 181 parrainages. Non, c'est 250 aussi. Et Zemmour, bref, ils ne les ont pas alors qu'ils sont très largement au-dessus de 10 ou de 15. Ouais. Et le pire, c'est que sur les réseaux, les équipes d'Anne Hidalgo paradent avec leur parrainage. Donc en fait, faute d'avoir une campagne digne de ce nom, un programme, ils utilisent l'obtention des parrainages d'élus pour parler de dynamique fulgurante. Et ça passerait mal, c'est le moins qu'on puisse dire. La démonstration que la candidate s'appuie sur un large socle d'élus dans tous les territoires du pays. Ça, c'est Boris Vallaud qui tweete ça. C'est une démonstration. Ce à quoi, intéressant, Julien Drey, pourtant conseiller régional au PS, lui a répondu... Tu as fumé de la bonne ce matin, bonne journée. Ouais, c'est assez méchant. Bon, moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais il faut dire que lui, comme de nombreux d'autres au PS, est totalement déprimé. Il nous dit, à force de jouer la montre en s'en prenant pour des grands joueurs d'échecs, les chefs à plumes de la gauche ne se rendront pas compte que la campagne est finie et qu'ils auront conduit le campus progressiste à un échec historique, certainement le plus grave jamais connu. Et les internautes ont d'ailleurs ressorti la vidéo d'Anne Hidalgo quand elle méprisait, vous vous rappelez, d'un revers de main. Voilà le problème démocratique des déséquilibres des parrainages. On l'écoute. Est-ce qu'il faut que Zemmour et Éric et Marine Le Pen aient aussi leur parrainage et qu'ils participent en démocratie à cette élection? C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie? Ah non, vraiment que des gens pas. Qui représentent, eux, 13, 14% et 18%, soient pas. La démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Tant pis pour eux. Et la loi, c'est la démocratie. Tant pis pour eux. Ah oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires. Voilà, vous vous rappelez, donc tant pis pour eux. Et hier, d'ailleurs, je rajoute ça, petit bonus de la semaine, puisqu'on parle d'Anne Hidalgo. C'est cette vidéo sur une interview un peu sauvage qui a buzzé partout hier sur Twitter et qui a fait beaucoup rire. Je vous laisse écouter, c'est pépite. Et puis votez pour moi au passage, hein, c'est pas plus mal parce que bon, je suis quand même une vraie colo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. Oui. Ouais, donc tout va bien pour elle. C'est le long fleuve le paisible, quoi. C'est voilà. Élevage de rats, cimetière de trottinettes. Le bilan est très bon. Ça donne assez envie. Voilà. En tout cas, c'est intéressant cette affaire des barrières de signature parce que ça montre que les notables, en fait, les élus n'ont toujours pas digéré l'élection au suffrage universel du président de la République et donc en fait ils essayent d'installer un premier tour avant les deux tours. En fait, c'est une élection quasiment à 3 tours. Enfin bon, vous allez nous parler d'un footballeur et de son chat, c'est ça ? Le joueur français de West Ham, Kurt Zouma, vous l'avez certainement entendu si vous avez été sur les réseaux, s'est fait littéralement décimer cette semaine après qu'il ait publié sur son compte Snapchat une vidéo de lui en train de maltraiter son chat sous les regards hilars de ses jeunes enfants. Claque, coup de pied, la vidéo est franchement très désagréable à regarder. On se demande seulement ce qui a bien pu lui prendre d'imaginer qu'on punissait un matou de cette manière parce qu'il a cassé un vase. Mais surtout, de le faire en riant, non. Surtout, de filmer
et de poster la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est assez incroyable. Bref, la vidéo a fait le tour de l'Europe, des réseaux, et un hashtag international s'est même créé rapidement. Hashtag #ZoumaOut pour réclamer la fin de carrière du footballeur pro et sa radiation immédiate de l'équipe de France. Le tribunal médiatique autour de cette affaire a pris une ampleur hallucinante, Guillaume, sur les réseaux sociaux, la violence des images, mais la violence des mots aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que ici, au milieu de tout ce déchaînement de violence, il y a quelque chose qui me choque. En fait, tout le monde est d'accord. Ni il y a la une gauche, unanimité ni gauche, pour ni défendre droite, les ni petits trans, minous. ni noir, Voilà. ni blanc. Tout le monde aime les chats. Et du coup, la violence est hallucinante. Des gens lui souhaitent la mort. Mais bon, on comprend, parce que c'est vraiment inacceptable de shooter dans un chat, et il y a pas de débat là-dessus, si vous voulez. Ce qui est quand même, moi, je trouve plus intéressant, c'est de voir à quel point il y a une sorte de désensibilisation, et notamment des jeunes générations qui ont grandi avec ces réseaux sociaux et ces écrans, une désensibilisation de la violence qui est à la fois virtuelle et réelle. Vous vous souvenez des images horribles de l'État islamique, mais aussi les jeunes enfants, je les surprends parfois en train de ricaner alors que des gens se font mal dans des vidéos de pranks, etc. Et je trouve ça incroyable parce qu'en fait, vous voyez, c'est contemporain. Donc il y a des humains qui se font très mal, ça fait rire. Et en même temps, si on touche à des peluches, si on touche à des petits chats, si on touche à des petits nounours, ça devient l'abjection. Et ça montre qu'il y a finalement une espèce de montée de l'infantilisme, quoi. C'est curieux. Et il me semble quand même, quand on est plus humain avec des chats qui sont shootés par un fouteux crétin et sadique, alors qu'on n'est pas du tout finalement choqué qu'un photographe âgé, c'est arrivé à Paris il n'y a pas longtemps, tombé par terre en plein Paris, soit mort de froid dans la glaciale indifférence des gens et des réseaux d'ailleurs, alors qu'on a cliqué sur indignation. Il passait à côté de ce type en train de mourir, mais il cliquait sur indignation au cœur parce que le petit minou était maltraité. Une société, à mon avis, qui réserve son humanité aux animaux n'est plus très loin de la sauvagerie. Enfin, ce n'est que mon opinion. Allez, on va passer maintenant au traître, la trahison. La trahison est au cœur de la présidentielle. Qui va tuer qui va trahir qui? Qu'en disent les réseaux? On vous dit tout juste après. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Voilà, nous sommes de retour sur les réseaux, au cœur de la campagne politique. Je trahis, tu trahis, il trahit, nous trahissons. On peut conjuguer ce verbe à tous les temps et surtout en temps de campagne électorale. C'est un vrai paradoxe, Juliette, car on a à la fois l'impression qu'il ne se passe rien dans cette campagne, que les positions sondagières des uns et des autres sont pour l'instant figées. On a l'impression d'une mer d'huile et vous nous dites que c'est une mer de sang. C'est le mot que j'entends le plus sur les réseaux sociaux en ce moment, le mot trahison. Vous savez qu'il y a eu un nouveau départ chez LR, Guillaume. Cette fois-ci vers la gauche, ou plutôt le centre. L'ancien ministre et député de l'Oise a officialisé, Éric Woerth, je ne dis pas son nom, a officialisé son ralliement au parti du chef de l'État. Ministre du budget sous Sarkozy. Ça n'a surpris personne, mais sur les réseaux, Éric Ciotti, lui, en a profité pour lui balancer une énorme pique en forme de tweet. Je cite: la seule question est de savoir quel est le prix de la trahison. L'avenir le dira. Ce n'est pas ma conception de l'honneur en politique. Mais laissez-moi deviner, Éric Ciotti s'est aussitôt été encerclé par une armée de zémoristes en colère. Oui, mais c'est exactement ça. Le traître, c'est vous, clame-t-il. Vous trahissez vos opinions, vos électeurs et la France, car vous fricotez avec la garde et vous pactisez avec les centristes. On se croirait dans Game of Thrones. Alors qui d'autre? Alors qui d'autre est un traître? Eh oui, et je vais vous le dire. Yannick Jadot. Yannick Jadot est un traître aussi. Sandrine Rousseau l'a prouvé sur BFM TV. Est-ce que vous confirmez les discussions, les tractations de ce week-end? J'ai des découvertes comme vous ce matin dans la presse. Vous n'étiez pas au courant? Non. Vous, présidente du conseil politique de Yannick Jadot? Oui. On a un sujet là. C'était pas prévu, mais on a un sujet. Que vous, présidente du conseil politique de Yannick Jadot, ne soit pas au courant. Et oui, c'est un sujet, oui. Et qu'est-ce que vous en dites sur quelle était votre réaction des Je dis que c'est de la politique à l'ancienne. Je dis que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique. Et c'est exactement ça. Des négociations secrètes. Vous avez noté la reine de Haut-Jardin wokiste. Des négociations secrètes entre Yannick Jadot et Christiane Taubira. Mais c'est mieux que Netflix. Mais même retournement de situation qu'à droite. C'est pas Yannick Jadot le traître. C'est toi, Sandrine. Philippe Bourrachi, conseiller régional écologiste, accuse l'ex-candidate sur Twitter. Merci Sandrine Rousseau de flinguer la campagne de Yannick Jadot. Au passage, n'oublie pas la prochaine fois que tu vas à BFM TV de leur parler de tes réunions secrètes pour ton parachutage à Paris pour les législatives. Bonne journée à toutes les militantes. Bon, incroyable, des réunions secrètes dans tous les sens, des couteaux dans le dos, des
kiff popcorn n'en finissent plus de jaillir sous les publications des uns et des autres. Mais c'est pas fini. Qui d'autre est un traître, à votre avis, Guillaume? Alors là, je crois que c'est un certain Stéphane Mais L. non, c'est Marine Le Pen. Ah, c'est Marine Le Pen. Eh oui. C'est même que c'est Stéphane Ravier qui l'a dit. Parce qu'il faut. C'est celui qui dit qui est, c'est comme les enfants. Le député, en fait, Stéphane Ravier cherche par tous les moyens à amorcer son départ du RN. Et justement, comme il n'a pas envie qu'on le traite, lui, de traître, eh bien, il prend les devants. Donc c'est pas moi, c'est elle. Et il l'a dit en vidéo sur ses réseaux sociaux. Vous le savez sans doute, il y a quelques jours, le conseiller spécial de Marine Le Pen m'a planté un couteau dans le dos. Vous a planté un couteau dans le dos en faisant exploser notre groupe au conseil municipal. Pourtant, ce groupe, c'est la seule alternative à la politique menée par la majorité socialo-verdo communiste, et j'en passe et des pires, qui est en train de ruiner cette ville. Un couteau planté dans le dos, attaque, assassinat politique. Vous vous rendez compte du vocabulaire, Guillaume? C'est un jeu de massacre. Vous avez dit, vous ne serez pas déçus, cette campagne est sanglante, c'est un massacre. Et comme il n'y avait pas assez de sang sur les murs, avant-hier, Rachida Dati a atomisé Patrick Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, en direct sur France Info. Moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Ça, c'est le loser. Il est directeur de campagne de Valérie Pécresse, là. Oui, bah d'accord. Enfin, moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Voilà. Moi, les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus. Donc voilà. Donc moi, il me donne pas de leçons. Je lui donne pas de leçons. Et puis au final, faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif. Donc voilà. Donc je n'ai pas de leçons à recevoir de Monsieur Stefanini. De la gauche à la droite, c'est les bonnes ambiances. Hein. Et puis il y a M. Sarkozy qui soutient Mme Pécresse comme la corde le pendu aussi. Ah oui, ça. Oui, tout à fait. Et bon, et le bonus de la semaine, parce que je vous ai mis des petits bonus aujourd'hui. Le bonus. C'est le buzz d'hier, hier. C'est Valérie Pécresse qui tente des traits d'esprit et qui finit sur le compte @malestv sur Twitter. Gênance.com. La question, c'est qui va gagner la guerre des étoiles du trombinoscope? Parce que, bon, il y a un peu la menace fantôme. C'est la gauche. Il y a un peu l'Empire contre-attaque. C'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'Empire attaque. Bon, il y a l'attaque des clones. Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien. Je vois assez clairement. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi. Hein. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la fin de la saga. La princesse Leïla a bu un coup là. Voilà. Incroyable. Bon alors, rafraîchissez-moi la mémoire. Vous avez connu quand même plus de campagnes que moi, hein? Je ne veux rien dire par là, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est toujours aussi sanglant? Mais évidemment, la trahison est consubstantielle à la politique, Juliette. Même s'il a fallu attendre Machiavel pour le théoriser, le Florentin disait les moyens accusent, la fin excuse, et il préconisait la trahison comme un moyen utile en politique. Et en fait, les présidentielles sont le moment le plus propice à la trahison. Pourquoi? Parce que les présidentielles en France, ça veut dire qu'il y en a un ou une d'ailleurs qui va prendre tout le pouvoir, et donc la tentation est très forte. En 1965, François Mitterrand a donné rendez-vous dans un café aux autres prétendants de centre et de centre-gauche. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'était de se mettre d'accord sur qui allait représenter leur camp à la présidentielle. Sauf que la première chose que leur a dit François Mitterrand, c'est qu'un communiqué était déjà parti et que c'est lui qui s'était autodésigné. En 1974, Pompidou meurt. Son ministre de centre-droit, Valéry Giscard d'Estaing, se présente et gagne contre un candidat gaulliste, Jacques Chaban-Delmas. Chirac est lui aussi gaulliste, comme Chaban-Delmas, mais il trahit Chaban-Delmas et appelle à voter pour Giscard. C'est ce que Sarkozy est presque en train de faire à Pécresse. En 81, Valéry Giscard d'Estaing, sortant, se représente. Son ancien Premier ministre, qui n'est autre que Jacques Chirac, se déclare contre lui. Pas de trahison à proprement parler, puisque Chirac est gaulliste et VGE centriste. Mais alors que VGE se retrouve face à un Mitterrand à gauche au second tour, Chirac joue les Brutus et n'appelle pas à voter pour le président sortant, qui sera ainsi battu. Ça pourrait peut-être donner des idées à Zemmour si Marine se retrouve au second tour. Mais la plus belle des trahisons au siècle dernier, c'est celle d'Édouard Balladur, Premier ministre qui devait préparer la candidature de son ami 30 ans, Jacques Chirac, qui appartenait au parti que Chirac avait fondé. Or Balladur va faire à Chirac ce que Macron a fait à Hollande, sauf que Macron a réussi. Et lorsqu'on s'appelle Emmanuel, on se dit qu'Édouard, c'est un prénom qui peut inciter à la traîtrise. Voilà, j'espère que cette petite séquence retour vers le futur, on n'a pas la musique, pardon, vous a plu, Juliette. Restez avec nous, prenez votre passeport, couvrez-vous, moufle, bonnet, doudoune. On va se rendre en Russie en seconde partie d'émission, au Canada d'abord, et puis on va revenir en France avec le Convoi de la Liberté. On va en parler avec Florian Philippot, qui est au cœur de ce mouvement pour les libertés et de ce revival un peu des Gilets jaunes. Tout à fait. À tout de suite.
Juliette Briens. Alors on va vous parler du convoi des libertés et avec un acteur qui est au cœur de cette mobilisation contre le pass sanitaire, pour les libertés, une sorte de nouvelle version du populisme. C'est Florian Philippot. Énarque, soutien de Marine Le Pen, vice-président de son parti, et puis il a claqué la porte, vous savez, après la présidentielle de 2017 pour fonder sa propre boutique, les Patriotes, qui semblent avoir trouvé un nouveau souffle avec cette mobilisation anti-pass, anti-vax. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Politique sous influence. On va vous donner la parole, on va essayer de comprendre votre analyse, votre vision de ce convoi des libertés version française. Mais auparavant, Juliette va nous, en quelque sorte, donner le contexte. Donner le contexte, exactement. On avait déjà parlé la semaine dernière, Juliette, du convoi des libertés, de sa différence de traitement entre les uns qui sont pour, ceux qui sont contre, et les réseaux sociaux et les médias mainstream. Ouais. On parlait aussi de la possibilité de l'arrivée du mouvement en France. Eh bien, ça y est, c'est chose faite, et tout a commencé sur Facebook. Oui, exactement, tout s'est passé sur Facebook, exactement comme les Gilets jaunes, Guillaume. Ça s'est séparé en 6 groupes régionaux, ils se sont donné rendez-vous à Paris, donc le week-end du 12 et 13 février, et comptent se rendre ensuite à Bruxelles. Ce qui différencie, donc le groupe Facebook, c'était plus de 250 000 à 300 000 abonnés, donc ça a été énorme en moins de 2 semaines. Ce qui différencie du Canada... C'est qu'en fait, ici, les chauffeurs ne sont pas propriétaires de leurs camions, donc ils n'ont pas pris des camions en quelque sorte. Et puis l'autre chose, c'est que la France est extrêmement concentrée, c'est un pays hyper radioconcentrique, donc c'est arrivé du sud, de l'est, du nord et de l'est. Et en tout cas, on retrouve énormément de solidarité sur le groupe, dans les messages, on y voit vraiment des photos de provisions alimentaires, de provisions d'hébergement, des encouragements, des drapeaux. Voilà. L'ambiance est au pacifisme, à la bienveillance. Les revendications, elles, c'est un mélange entre protestation contre les mesures sanitaires et la baisse du pouvoir d'achat. Mais de son côté, la préfecture de police de Paris a décidé d'interdire la manifestation, effrayée par les éventuels blocages de routes dans la région parisienne. Les internautes ne se laissent pas impressionner pour autant et redoublent de messages d'encouragement à l'attention des militants afin de mener le convoi à Paris quand même. En tout cas, la vraie différence entre le convoi d'Ottawa, c'est le contenu des messages. Sur la chaîne Telegram canadienne du convoi de la liberté, il y a un peu de tout. Vous savez, il y a beaucoup de messages pro-Trump, il y a des vraies revendications aussi, mais il y a des complotistes, il y a des insultes, etc. Sur le canal français, c'est pas du tout la même ambiance. Pas de détournement de la manifestation pour l'instant. Une ambiance bonne enfance, centrée sur le social. Mais la meilleure personne pour nous en parler, c'est bien sûr notre invité, Florian Philippot lui-même. Très actif sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Moi, j'ai repris votre dernier tweet. Macron ose dire dans Ouest France, nous avons besoin de concorde, de beaucoup de bienveillance. Concorde de créer la division partout, point d'interrogation, c'est vous qui ajoutez. Bienveillance de revendiquer, d'emmerder ses compatriotes. Macron dehors. Vous pouvez nous expliquer ce tweet ? Je crois qu'il se résume tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai découvert un peu sidéré cette interview du président de la République dans Ouest France qui dit, qui appelle au calme et surtout cette phrase, il dit il faut beaucoup de concorde et de bienveillance. Je me suis dit il est quand même sacrément gonflé parce que moi je trouve que les gens sont extraordinairement calmes alors que lui il ne l'est pas. Il a quand même, je le rappelle, il y a quelques semaines, après une série de dérapages déjà pendant le quinquennat, revendiqué d'emmerder, je suis désolé de reprendre le terme, enfin bon, des millions de ses compatriotes, et puis il les a traités de non-citoyens. Il a créé la division partout, tout le monde le dit. Vous discutez avec n'importe quel élu local, responsable d'association, il vous dit mais il a créé le bazar partout avec son pass sanitaire, son pass vaccinal, y compris au sein même des familles parfois. Et donc, parler de concorde alors qu'on est le roi de la discorde, moi je trouve ça gonflé. Donc je me dis, Macron, ça suffit quoi. Macron et tous ces gens-là qui n'arrêtent pas de mentir depuis des mois aux Français, ça suffit. Ça suffit, il faut passer à autre chose. Et quel est qui sont ces membres de ce convoi des libertés, à votre avis? Est-ce que c'est un peu la France des caravanes contre la France des trottinettes? C'est ça symbolise d'une certaine façon? Parce que bon, on va vous dire quand même, ils sont pas là pour aller faire du shopping ou pour aller jouer au tennis. Ils sont quand même là pour bloquer Paris, non? Ils ne sont pas forcément là pour bloquer Paris, non. Je crois qu'ils sont là pour converger vers la capitale. Après, moi, je ne parle pas en leur nom, parce que nous, on a beaucoup de militants patriotes dans les convois, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont totalement d'autres horizons, et c'est très bien. Vous soutenez quand même. Simplement...
Pardon ? Vous soutenez, vous encouragez, vous soutenez. Mais je soutiens intégralement, oui, bien sûr. Et nous avons beaucoup de patriotes engagés dans ces convois et on organise, nous, comme depuis 16 mois, chaque semaine, à 14h, place du Palais Royal, une grande manif, un cortège national qui va partir jusqu'au ministère de la Santé. Beaucoup viendront, ceux qui peuvent arriver en tout cas, puisqu'ils sont bloqués. Je rappelle que celui qui bloque Paris en ce moment, ce ne sont pas les convois qui bloquent Paris, c'est le préfet de police, l'allemand, qui bloque Paris avec les blindés. D'ailleurs, je trouve que c'est significatif. Macron finit son mandat, son quinquennat sur des blindés contre les gens ordinaires et il a mené 5 ans de mandat pour les blindés d'argent. Voilà. Donc je trouve que c'est extrêmement significatif, symbolique. Alors les gens qui sont dans les convois, je pense que ce sont des gens de tous milieux, de toutes origines, comme on voit dans les manifs depuis 16 mois, et qui simplement veulent être respectés. Ils en ont marre qu'on leur mente, qu'on les maltraite, qu'on les divise, et ils demandent le rétablissement de toutes les libertés, qu'on sorte de cette folie. Et je crois que c'est ça. Après, il y a d'autres revendications qui sont bien légitimes, mais c'est d'abord et avant tout ça, respect, dignité, liberté. On voit que ça arrive, hein, n'est-ce pas ? On a entendu Gabriel Attal qui nous a dit que c'était bientôt la fin du pass sanitaire, la fin du masque dans les... déjà, d'abord la fin du masque dans les établissements soumis au pass sanitaire, puis ils envisagent aussi la fin du pass sanitaire. Pour vous, ça arrive un peu tard ? Est-ce que c'est un peu de la manipulation ou est-ce que vous êtes plutôt content ? Parce que finalement, c'est ce dont vous rêviez depuis le début. Écoutez, moi j'avais annoncé il y a plusieurs mois qu'il lèverait le pass sanitaire puis pass vaccinal quelques semaines avant l'élection présidentielle. Donc voilà, on y est. Oui, mais donc quel est l'intérêt d'une mobilisation contre un pass sanitaire qui va tomber tout seul ? Oui, mais le problème, c'est que vous savez, les gens, ils ont quand même appris à des mensonges du gouvernement. Quand on leur dit ça va tomber 10 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, il y a de fortes chances que si Macron repasse, ce que je ne souhaite pas, ça revienne. Ou qu'on rentre dans une espèce de météo, vous savez, permanente des restrictions. Alors quand ce sera au vert, on vous lèvera, votre laisse sera un peu plus longue. Et puis quand ça repasse à l'orange ou au rouge, par exemple, s'il y a un nouveau variant en septembre, on vous remettra la laisse plus courte. Donc on vous remettra le masque partout, on vous remettra le pass vaccinal. Et les gens voient bien qu'on est rentré dans une espèce de société comme ça, où la règle n'est plus la liberté, la règle c'est la restriction et la liberté est devenue l'exception. On veut sortir totalement, abroger totalement ce système. Florian Philippot, je comprends d'une certaine façon cette inquiétude face à la montée d'une sorte d'autoritarisme, qui est d'ailleurs étonnant, parce qu'on dit que le populisme c'est l'autoritarisme, et là on a quand même des gens qui se défendent les libertés contre quelque chose, des mesures qui sont assez autoritaires. D'accord, ça on peut comprendre ça parfaitement. D'un autre côté, les gens se détachent de la politique, de toutes les formes politiques, de tous les partis politiques. Et je ne suis pas certain que le vôtre ait plus de succès franchement que les autres, parce qu'il y a un côté finalement toujours un peu clientéliste agaçant. Est-ce que finalement vous seriez capable de dire à cette antenne, un peu comme les LFI n'avouent pas qu'ils sont du clientélisme pro-islamiste, vous pourriez dire, mais écoutez, moi je défends ce combat pour les libertés, mais je n'ai rien à voir avec les dingos qui pensent qu'on a inséré des puces à travers le vaccin. Je n'ai rien à voir avec les dingos qui pensent qu'il y a un plan de Davos pour tuer la population. Non, mais moi, je peux même vous dire plus que ça. Moi, vous savez, je suis en manif depuis 16 mois, on a commencé à 50. Quand ça n'intéressait personne, et pendant des mois, ça n'a intéressé personne, mais on a continué chaque semaine. Donc moi, on ne peut pas m'accuser de récupération, si vous voulez. Moi, je défends mes convictions là-dedans. La liberté et la souveraineté. Je vais plus loin que vous. Moi, quand il y a des gens qui venaient en manif et qui me sortaient ce genre de discours, et je peux vous dire très minoritaire, il ne faut pas caricaturer les gens, je leur disais, arrêtez avec ça. Je faisais de la pédagogie. Je disais, allez sur des choses extrêmement sérieuses. Oui, il y a des choses qui sont extrêmement graves. Oui, tout n'est pas simplement ce qu'on vous dit à la télévision. Il peut y avoir des intentions cachées. Ça, c'est pas du complotisme, ça s'appelle de la politique. Et c'est comme ça depuis des millénaires. Ça, c'est de la politique de dire qu'il y a des intentions cachées. Oui, vous savez, moi, je ne crois pas que M. Véran et M. Macron soient simplement là pour faire le bien dans notre pays. Ça se saurait, ça se verrait. Je pense qu'ils sont surtout là pour rester au pouvoir le plus longtemps possible et qu'il peut y avoir des problèmes derrière tout cela, de conflits d'intérêts majeurs, voire de corruption. Et toute cette affaire-là, c'est pas du complotisme, c'est de la réalité. Mais quand il y a des discours qui sont dingues, comme vous dites, d'abord, ils sont extrêmement minoritaires. Moi, je mets les points sur les i et je dis, attendez, il faut être sur des choses sérieuses parce que si on n'est pas sérieux, on ne sera pas entendu, on ne sera pas efficace. Quelle est la suite pour vous, Florian Philippot? Vous avez mené ce combat depuis des mois, vous avez été la figure emblématique du mouvement contre le pass sanitaire. C'est bientôt la fin du Covid, que ça arrive proche des élections ou pas, c'est un fait. Comment allez-vous vous reconvertir? Quel est le prochain combat et allez-vous appeler à voter pour quelconque candidat? Non mais, moi, je ne suis pas dans une logique de reconversion, je suis dans une logique de conviction. Donc, si vous voulez, j'ai mené ce combat, pas parce que j'y ai vu une niche, mais parce que ça a heurté profondément mes convictions, et notamment l'idée que nous massacrait les libertés publiques dans mon pays. Mais bien sûr, mais est-ce que vos convictions là trouvent un candidat alors?
Ah non, mais ces libertés s'étiolaient déjà bien avant l'histoire du Covid. Et je ne sais pas si c'est fini comme vous dites. Je pense que ça serait trop facile de dire il y a une parenthèse. On a massacré les libertés, l'économie. On a créé 150 milliards de dettes, donc un siècle de dettes. On a fait un tort considérable aux enfants, aux personnes âgées, etc. Non, mais d'accord, et puis mais on va fermer la parenthèse, on va reprendre comme avant. Non, mais j'entends bien. Mais est-ce qu'il y a un candidat à la présidentielle qui porte vos convictions ? Il y en a un, il s'appelle Florian Philippot. D'abord, je suis candidat, je cherche mes parrainages dans un système extrêmement compliqué. Je pense qu'il faut d'ailleurs passer au parrainage citoyen, mais c'est une autre affaire. Et ensuite, si je n'avais malheureusement pas mes parrainages, parce que le système est devenu complètement injuste, alors on verra bien. Mais de toute façon, j'ai toujours considéré que l'engagement politique, c'était avant, pendant et après les élections. Les élections, c'est une forme d'engagement politique. Mais ça ne résume pas tout, loin de là. Merci infiniment, Florian Philippot. Vous croyez, pour terminer, que Poutine va envahir l'Ukraine ou pas ? Non, pas une seconde. Quand je vois les images ce matin, j'ai plutôt l'impression que c'est les États-Unis et le Royaume-Uni et l'OTAN qui s'apprêtent à envahir l'Ukraine. On va en parler. Je pense qu'il faut quitter l'OTAN et quitter cette politique folle qui nous crée des guerres tous les 5 ans quand on se met dans les pas des États-Unis. On va en parler juste après avec l'éminence grise de Gorbatchev. Vladimir Fedorovski, oui ou non, Poutine va-t-il envahir l'Ukraine ? Restez avec nous. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. On entend des bruits de bottes en ce moment du côté de l'Ukraine, de la frontière est de l'Union européenne. Est-ce qu'on est au bord de la guerre ou pas ? On va en parler avec celui qui fut l'éminence grise de Gorbatchev, diplomate russe. Diplomate même de l'ère soviétique, on peut dire, francophile, écrivain, traduit dans de nombreuses langues. Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Politique sur Influence. Écrivain d'origine russe le plus édité en France. Le dernier livre, Amour et inspiration, pour oublier la tristesse de bruit de bottes. Vous m'enlevez le plaisir de dire du bien d'Amour et inspiration chez Ballon. Absolument remarquable livre parce que vous avez de multiples talents de plume, d'essayiste, d'analyste politique, géopolitique. On vous mobilise pour ça ce matin, mais aussi de romancier. C'est un homme d'une très très belle plume et d'une très grande finesse. Alors, pour commencer, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est Juliette qui va nous camper un peu le décor de ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Moi, je parle de ce qui est drôle. Après, je vous laisse c'est pas très drôle cette situation. Mais non, mais voilà, justement, mais moi, je parle des réseaux. Je parle des réseaux. Donc, cette semaine, ce qui a fait buzzer sur les réseaux, bon, il y a cette rencontre entre le président et Vladimir Poutine, mais ce sont surtout 2 photos. Sur la première, on voit Emmanuel Macron de dos en premier plan et Vladimir Poutine en second plan, à 10 mètres de lui, l'attendant de pied ferme avec un visage très grave. On a l'impression d'un père attendant son fils dans le salon alors que ce dernier essaie de se faufiler sans bruit après avoir fait le mur à 2h du mat', vous savez. Et la deuxième, c'est la fameuse photo de la table. Je pense que tout le monde a vu cette photo. Poutine d'un bord, Macron de l'autre, séparés par une immense table blanche, à tel point qu'on a du mal à comprendre comment les deux ont réussi à s'entendre ce que disait l'autre. La raison de cet éloignement, que tout le monde a pris pour un signe de mépris du président russe, n'était en fait pas ça. Enfin, pas que ça. À la sortie de l'avion, déjà, à la sortie de l'avion, c'était pas l'ambiance pom-pom girl. Non, tout à fait. Il y avait personne sur le tarmac pour l'accueillir. C'était très froid comme ambiance. Mais à la sortie de l'avion, le président Macron a refusé de faire un test Covid imposé par les autorités russes. Ne faisant sûrement pas confiance au test français, le président Poutine a donc tenu une distance physique tout le long de la réception, et ce jusqu'au discours. Mais le plus intéressant aussi, et ce qui m'a assez fasciné, c'est pourquoi Emmanuel Macron a refusé ce test Covid. Quel est le problème ? Je peux vous dire. Il voulait pas donner son ADN simplement à la Russie ou FSB. Voilà. Que voulait-il faire de son ADN ? On ne sait pas trop. Enfin, un clone. Il faut se méfier. Un clone d'Emmanuel Macron. Vous savez, quand on prend le thé avec M. Poutine, parfois ça peut être assez dangereux. Non, mais en tout cas un fichage, c'est sûr. Bon, en tout cas, le voyage a fait beaucoup parler. Macron s'est voulu grand gestionnaire de la crise opposant les Russes et les Ukrainiens et l'OTAN. Et le résultat est assez mitigé. Hier encore, le gouvernement américain demandait à ses ressortissants ambassadeurs de quitter le pays. 24 à 48 heures, une attaque serait imminente, d'après eux. Et annonce attaque imminente. Alors on va bien sûr vous interroger sur ce que vous pensez de cette attaque imminente. Mais auparavant, vous qui connaissez le Kremlin de l'intérieur, cette table, elle existait du temps où vous travailliez avec Gorbatchev ? Non, ça existait, mais ce n'était pas tellement utilisé. C'est une grande table pour les réunions. Qui a été créé sous Poutine, il faut le dire. Mais quand vous êtes un homme pertinent, vous avez tout compris. Vous savez, pendant les voyages, il ramasse systématiquement tous, les CIA, Mossad, évidemment les Russes. Sauf nous, on ne fait pas ça. Nous.
Non, mais les Français, c'est toujours Wagner n'a rien à voir avec la Russie et la DGSE ne fait pas ça. Ils ramassent les caca, ils ramassent quand les gens pissent. Et puis, évidemment, ADN, c'est un cadeau et c'est pour ça qu'il a refusé ça. Cela dit, plus sérieusement parlant, je suis un grand admirateur de cette visite, de cette visite, parce que, vous comprenez, on était vraiment au bord de la guerre, pas parce que les Russes ils veulent aller à Kiev. Ce que les Américains racontent à propos de ça encore aujourd'hui, c'est bidon, c'est une désinformation consciente ou inconsciente, mais en tout cas c'est comparable avec ce tube de lave-vaisselle qu'ils ont autrefois utilisé pour prouver qu'il y a les armes de la destruction massive en Irak. C'est quelque chose dans le genre. En revanche, la situation était très, très dangereuse. La base de cela, il y en a plusieurs. Il y en a 3 éléments que je tiens à vous dire et après je vais rajouter sur les agents d'influence français dans l'entourage de Poutine. Vous comprenez, tout d'abord, le premier truc, les Ukrainiens, ils ont fait évoluer leur armée. Ils peuvent écraser maintenant cette rébellion de russophones de Donbass. Et Poutine a toujours dit, si vous bougez, de ce côté-là, si vous rompez avec les accords de Minsk qui prévoient non-utilisation de la force, dans ce cas-là, je vais bouger de mon côté. Autrement, je suis foutu. Ils vont me virer. Vladimir, je me permets de vous interrompre un instant. Ça veut dire qu'il y a vraiment des menaces, ce dont j'ai entendu parler, je voulais que vous le confirmiez, il y a vraiment des menaces concernant les civils russes qui pourraient être menacés par des Ukrainiens, des milices ukrainiennes, c'est ça ? C'est même pire que ça. Vous comprenez, il y a maintenant la possibilité là-bas pour l'armée ukrainienne, parce que tout le monde parle de 120 000 Russes du côté de frontière ukrainienne, mais près de frontière avec Donbass, il y a 120 000 Ukrainiens qui sont capables maintenant d'écraser la rébellion russophone à Donbass. Vous comprenez? C'est militaire, c'est physique. Et s'ils bougent, il aurait pu bouger, surtout il y avait des fous il y a quelques mois qui voulaient le faire. Poutine, il a dit, je ne laisserai pas faire. Si vous essayez, ça c'est l'élément principal. C'est la ligne rouge, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Deuxième ligne rouge, vous n'avez pas remarqué après les élections en Allemagne, mais comme je fais des enquêtes, comme vous dites depuis mon temps, vous savez, il y avait... les Verts en Allemagne voulaient évacuer les armes nucléaires de l'Allemagne qui sont installées là-bas. On ne dit pas publiquement, mais dans la réalité, il y a des bombes nucléaires très performantes qui sont installées. Et il y avait une phare d'intelligence qui est secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, il a dit on va les faire bouger du côté de l'Est, en Pologne concrètement. Les Russes ont été affolés parce que vous savez, ça devient complètement dingue. C'est à 8 minutes de Moscou. Tout ça, c'est les armes atomiques, ils ne pouvaient pas accepter. Et tout ce bohus... Oui, mais enfin, attendez, les Russes aussi ont des armes atomiques, sont pointés sur l'Ouest. Enfin, c'est de bonne guerre quand même. Évidemment, mais non, là, je ne vais pas me laisser les armes atomiques à 8 minutes endormir par votre charme slave, cher Vladimir. Évidemment, ça va sans dire. Bon. Mais je tiens à vous dire, vous comprenez, il y a une différence. Quand les armes atomiques aujourd'hui, à 8 minutes de Moscou occidental, c'est inacceptable militairement en russe, pour les Russes. Et ça, c'est un élément quand même très important à prendre en compte pour la décision de Poutine. Et troisième élément, c'est plus général. Vous connaissez toute la structure de la sécurité, que j'ai modestement participé à ça avec Gorbatchev, qui était créée formidablement avec Mitterrand, avec Kohl, etc. Ça n'existe plus. Il y a un bordel total en Europe, tous ces accords sont balayés et la situation est très dangereuse. Poutine voulait remettre ça en question. Et il a posé le problème de la présence de l'OTAN, mais c'est surtout les armes offensives de l'OTAN qui le dérangent le plus. Comme il dit qu'il y a un problème de sécurité en Europe et qu'il y a un risque de confrontation, il fait donc manœuvrer 130 000 hommes sur le pied de guerre. Bon, c'est quand même un raisonnement assez baroque, mais en tout cas, ce qui est sûr... Non, ça, il a fait bouger ça pour... ça, c'est un truc plus général. Pour amener la paix, en fait, pour amener la paix, avec des canons... Mais vous n'êtes pas loin de la pertinence. Qui veut la paix prépare la guerre. Il y aura des négociations sur le bordel de sécurité sur la paix qui était un bordel absolument reconnu. Et d'ailleurs, revenir à ces négociations, revenir à ma grande époque, quand on a
créer le système de sécurité, c'est nécessaire. Ce système n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez retenu, pensé alors de cette intervention de Macron, qui a vraiment cru qu'il allait peser dans cette crise? Macron. Le président Macron, monsieur le président. On peut pas parler d'un grand succès quand même. Il est revenu un peu bredouille en disant qu'on lui avait promis des choses qui a été immédiatement démenties par la Russie, qui disait que non, finalement, on lui avait rien promis. Bon, aujourd'hui, le gouvernement américain fait évacuer pratiquement ses ambassadeurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette prestation, de cette intervention? Vous savez, ça me gêne. Je vous prends comme une porte-parole de la Maison-Blanche dans votre déclaration, madame. Vous comprenez, il y a un problème là-dedans. Nous étions au seuil de la guerre. Nous étions au seuil de la guerre et Poutine et Macron, il a utilisé une chose que vous ne ressentez pas. Il y a dans l'entourage de Poutine les agents d'influence français qui peuvent être très utiles pour Macron. Le premier agent d'influence que vous sous-estimez, il est Charles de Gaulle, avec son idée de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il a eu beaucoup d'estime pour la civilisation russe, il a posé ce problème. Deuxième, avec celui que j'ai beaucoup travaillé, Mitterrand et son excellent conseiller Védrine, ministre des Affaires étrangères plus tard. Quand on a créé ce système de sécurité européenne, il y avait quand même à ce moment-là l'idée de la Confédération européenne. Ouais, et puis troisième flop, élément, c'était fait flop, mais ça restait, c'est l'idée de l'avenir, mon cher. Et troisième élément, c'est l'idée de mon ami Chirac, qui était russophile par excellence, parce qu'il a traduit Eugène Onegin, comme vous le savez bien, du russe. Je tiens à vous dire, il a proposé pour la stabilité de l'Europe, pour la présence de l'Europe, une sorte de rapport triangulaire, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Russie. C'est aussi l'avenir. Et vous sous-estimez l'héritage de cette diplomatie, je l'appelle le message gaulo-mitterrandien. Les Russes le prennent au sérieux, ne dénigrez pas le président Macron, malgré l'utilisation de cette visite dans le but électoral. Ah ben nul ne veut dénigrer le président Macron, mais enfin c'est quand même assez difficile pour je pense, d'être président français et d'entendre un chef d'État russe dire que Wagner n'a rien à voir avec la Russie, parce que Wagner, ils sont peut-être pas arrivés tout seuls au Mali, c'est peut-être des avions militaires russes, non, qui ont conduit Wagner en Mali. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le diplomate? Ah. Bon, le FSB a bien fait son travail. Oh. Non, je plaisante. On va devenir parler. En tout cas, merci infiniment, Vladimir Fedorovski. Si vous nous entendez, merci infiniment. Qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est un échec ou c'est un succès? Le dernier ouvrage de Vladimir Fedorovski, Amour et inspiration, aux éditions Ballant. Question, Juliette, allez-y, je vous en prie. Non, je voulais vous demander, parce que est-ce que vous pensez finalement c'est un succès ou un échec pour Poutine? On a parlé de Macron. Pour Poutine, il est probablement au sommet de sa puissance parce que ses intentions sont absolument illisibles. C'est vrai et Vladimir Fedorovski avait raison de le rappeler, les Américains sont quand même des spécialistes de l'intox. On l'avait vu avec les armes de destruction massive en Irak. Donc quand ils disent l'invasion est imminente, il n'y a pas nécessairement de raison de les croire. Mais d'un autre côté, il est absolument illisible sur ses motivations et sur ses intentions. Et donc, lorsqu'il y a finalement de l'incertitude, il y a de la peur. Et il a réussi à créer cette peur, et il a réussi à créer cette tension. Moi, je pense que l'enjeu central, c'est Nord Stream 2. C'est-à-dire, c'est le gazoduc qui part de la Russie, qui va aller jusqu'en Allemagne, et donc qui ne passera ni par l'Ukraine, ni par la Pologne, et donc pas de taxes, et donc pas de dépendance. Et ça, évidemment, c'était pas du tout acquis pour Poutine. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette séquence, c'est que le président Biden a dit, de toute façon, Nord Stream 2, on en fait notre affaire. Autrement dit, l'Union européenne n'est qu'un paillasson de la diplomatie américaine. Bon, monsieur Fedorovski était de retour, oui, on a juste le temps de le remercier. Merci beaucoup pour... C'était Poutine qui a saboté évidemment ma présence. Évidemment, on le savait. Merci beaucoup, monsieur Fedorovski. Mais il ne nous empêchera pas de vous lire avec bonheur. Merci infiniment, spasiba. Avec joie. Bon week-end à vous. Voilà, écoutez, Juliette, je pense que vous avez tout compris maintenant à la crise ukrainienne. Et bien voilà, nos auditeurs aussi, je l'espère en tout cas. Bon week-end à tous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, le hashtag PSI, sur notre chaîne YouTube aussi. Et maintenant, on va parler auto avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau. Excellent week-end. Et à 17h45, l'événement de la journée, France-Écosse. Ne le manquez surtout pas, ici sur Sud Radio. Vive Sud Radio. Parlons